Bonsoir à tous, bienvenue sur France 24. On est ensemble pendant une dizaine de minutes pour le journal de l'Afrique. On commence avec les titres de cette édition. On évoquera d'abord la visite du chef de l'OMS en République démocratique du Congo. Il affirme vouloir intensifier la riposte contre Ebola et mieux protéger les personnels de santé, alors que dans le pays, de nombreux médecins affirment ne pas avoir perçu de salaire ces derniers mois. Des usines de textiles vont peut-être devoir fermer en Afrique du Sud. De nombreux postes se retrouvent vacants depuis le départ de migrants fin juin, poussés par des manifestations anti-étrangers. Depuis, difficile de retrouver de la main-d'œuvre. Et puis on ira au Rwanda où le cinéma gagne en popularité ces derniers mois. Depuis la Caméra d'Or obtenue à Cannes par le long métrage Benimana, les Rwandais se ruent dans les salles obscures et les festivals en plein air. Il faut intensifier la riposte contre Ebola, c'est ce que déclarait tout à l'heure le patron de l'Organisation mondiale de la santé. Il est en visite depuis hier en République démocratique du Congo. Depuis le 15 mai, plus de 3900 cas ont été enregistrés dans le pays, parmi lesquels 1801 décès. Tout à l'heure, un cas suspect a été signalé sur un bateau en direction de Kinshasa. L'homme est décédé avec des syndromes correspondant à ceux du virus Ebola. On va écouter le directeur général de l'OMS. Je pense qu'une des particularités de cette épidémie réside dans sa rapidité sans précédent. Elle se propage vraiment très vite. Et je ne vais pas vous cacher ce que je ressens. Je suis profondément très préoccupé par la situation sur le terrain. L'Ituri est bien sûr l'épicentre, mais comme le dit notre rapport, 5 autres provinces sont déjà touchées. Le patron de l'OMS qui appelle également à mieux protéger les personnels de santé. Et justement, en première ligne, les médecins, les infirmiers dénoncent leurs conditions de travail. Ils affirment ne pas avoir été payés depuis le début de la crise, malgré une grève en juillet. Le récit de Noémie Roche. Chaque jour, le même rituel. Wiza Bandele enfile sa combinaison et son équipement de désinfection avant de s'attaquer à une maison dont les occupants sont morts du virus Ebola. Des gestes indispensables pour espérer freiner la propagation du virus qui continue de frapper le pays. Pourtant, depuis le début de sa mission mi-mai, Wiza n'a toujours pas touché de salaire. En juillet, il s'est joint à d'autres agents de santé pour faire grève. Nous avons fait grève car nous constations que nous travaillions dans des conditions dangereuses et que nous donnions beaucoup de nous-mêmes. Nous évoluons dans des situations à risque. Il peut arriver qu'un patient vomisse du sang, nous devons alors nettoyer. En juillet, le ministre congolais de la Santé avait reconnu des retards de paiement attribués à des problèmes d'organisation, assurant qu'ils seraient résolus. Depuis, certains de ses collègues ont bien été payés, mais seulement en partie, selon Wiza. Lui affirme n'avoir toujours rien reçu et continue pourtant de travailler 7 jours sur 7, malgré les risques auxquels il est exposé. Je pourrais contracter ce virus et par la suite contaminer ma famille et mes voisins. Je réalise donc qu'à cause de moi, de nombreuses personnes pourraient mourir. Malgré la peur, Wiza refuse de quitter son poste pour l'instant, guidé par le sens du devoir. Une mission d'autant plus cruciale que cette épidémie a désormais dépassé celle de 2018 en nombre de cas. Selon les autorités congolaises, plus de 8370 cas ont été confirmés, dont 1751 décès depuis le début de l'épidémie en mai. 2 mois après avoir quitté le pouvoir, Patrice Talon revient sur le devant de la scène. L'ancien chef de l'État béninois a été élu président du Sénat, un mandat de 5 ans qui fait de lui aujourd'hui la 3e personnalité du pays après le président et la vice-présidente de la République. Est-ce le signe que le Sénégal retrouve des couleurs? En tout cas, la Banque mondiale a décidé de lui accorder un financement de 340 milliards de francs CFA. Le pays était quasiment blacklisté par les partenaires internationaux depuis la crise avec le Fonds monétaire international sur l'histoire de la dette cachée. Les précisions de notre correspondant à Dakar, Eliman Daou. Ce financement global d'un montant de 340 milliards de francs CFA est destiné à plusieurs secteurs comme l'agriculture, l'énergie ou encore
les transports. Cette annonce a été faite lors d'une audience accordée par le président Bassirou Diomaye Faye au vice-président de la Banque mondiale Ousmane Diagana. La Banque mondiale a surtout décidé d'un appui budgétaire direct à l'État du Sénégal, un appui budgétaire qui est le bienvenu dans un contexte économique difficile. Le Sénégal qui traverse plusieurs mois de crise, de tension sur ses finances publiques liées notamment au service de la dette que le pays a décidé d'honorer tant bien que mal. Cette annonce de nouveau financement de la Banque mondiale est un signal positif selon les dignitaires du pouvoir, un signal positif vers des lendemains économiques plus favorables. Le Sénégal qui vise notamment un accord avec le Fonds monétaire international sur un nouveau programme pour relancer sa crédibilité sur le marché international et attirer davantage de nouveaux investisseurs. Une décision qui fait beaucoup parler au Tchad, celle de la Haute Autorité des médias et de l'audiovisuel qui suspend jusqu'à nouvel ordre l'examen des demandes de création de journaux en ligne. Le régulateur affirme vouloir mieux encadrer ce secteur en pleine expansion et lutter ainsi contre la désinformation. Écoutez notre correspondante à N'Djamena, Ghislaine Anataroum. C'est une décision qui interpelle les acteurs du paysage médiatique. La Haute Autorité des médias et de l'audiovisuel gèle l'examen des dossiers de création de nouveaux journaux en ligne. La mesure s'inscrit selon le régulateur dans la mise en œuvre de son plan stratégique 2026-2028 avec pour ambition d'assainir le secteur et de mieux répondre aux dérives informationnelles observées sur les plateformes numériques. Si l'association des médias en ligne du Tchad AMET dit comprendre la nécessité d'une meilleure régulation, elle estime que cet objectif doit rester compatible avec la liberté de la presse et le pluralisme de l'information. L'organisation s'interroge notamment sur le lien établi entre la suspension des nouvelles autorisations et la lutte contre la désinformation. C'est une ligne de crête entre la liberté d'expression et les diverses sources d'information. Est-ce qu'on avait besoin, par exemple, de suspendre la création des nouveaux sites d'information ou des nouveaux médias en ligne pour combattre la prolifération des fausses pages sur le net? Je ne pense pas. Maintenant, la décision appartient à la Hama. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est ce lien un peu malsain là, qui nous dérange au niveau de l'association. On suspend, puis on dit qu'il y a prolifération des pages Facebook ou pages l'autre. Mais page Facebook, page, pas des médias. L'AMET dit néanmoins rester ouverte au dialogue et se déclare disposée à accompagner la Hama dans la recherche d'un cadre de régulation consensuel. De son côté, l'autorité de régulation insiste sur le caractère provisoire de cette suspension. Elle annonce l'ouverture prochaine de concertations avec les acteurs du secteur afin de définir un nouveau modèle de gouvernance des médias en ligne. Plusieurs usines à l'arrêt en Afrique du Sud. Une situation provoquée par le départ de nombreux migrants après des semaines de manifestations contre les étrangers. Certains postes se retrouvent vacants. C'est le cas à Newcastle, dans le nord-ouest du pays. Plus de détails avec Laurent Berstécher. Cela fait des semaines que cette usine de textile sud-africaine tourne au ralenti. Ici, des rangées entières de machines à coudre sont laissées à l'abandon depuis le départ des travailleurs étrangers. La plupart ont fui le pays suite aux manifestations anti-migrants et le directeur de l'usine peine aujourd'hui à les remplacer. Nous ne pouvons pas immédiatement remplacer ce savoir-faire avec des travailleurs locaux. Cela prend du temps et nous n'étions pas préparés. Depuis le mois de mars, l'Afrique du Sud est secouée par de violentes manifestations et attaques contre les migrants. Les organisateurs de ces rassemblements accusent les travailleurs étrangers de voler des emplois aux Sud-Africains de souche et y voient la cause des difficultés économiques du pays. Des violences qui ont récemment poussé plus de 160 000 ressortissants étrangers à quitter l'Afrique du Sud. À Newcastle, hub de l'industrie du textile situé dans la province de KwaZulu-Natal, environ 15% de la main-d'œuvre a fui. Depuis, les entreprises s'échinent à convaincre des travailleurs qualifiés à s'engager dans cette filière exigeante. Je pense que les jeunes Sud-Africains préfèrent chercher des emplois plus confortables. Ils veulent être infirmiers ou caissiers, car l'industrie du textile est très rude. Vous êtes assis sur ce banc environ 9 heures par jour, ce n'est pas un travail facile.
Pour d'autres, ces emplois ne sont tout simplement pas assez rémunérés. Ici, les travailleurs sont souvent payés par article réalisé et gagnent moins que le salaire minimum sud-africain. On va maintenant parler cinéma. On vous emmène au Rwanda, à Kigali, où le secteur est en pleine effervescence. Beaucoup de salles obscures ont été réhabilitées, des festivals en plein air ont été organisés ces dernières semaines. Et cela s'explique en partie par le succès à Cannes d'un long métrage rwandais, Ben Imana, qui a décroché la Caméra d'Or. Regardez ce reportage à Kigali d'Aurore Bayou. Dans les rues de Nyamirambo, le réalisateur rwandais Ganza Moïse repère les décors de son premier long métrage. Au Rwanda, faute de véritable industrie, le cinéma s'est longtemps inventé à la seule force de ses réalisateurs. Il y a quelque chose de spécifique pour les cinéastes d'ici. Je ne sais pas si c'est parce que c'est un petit pays ou une petite ville, mais il y a un sens de communauté. On avait des problèmes communs, donc s'entraider et la collaboration était une nécessité. À 2 pas, le cinéma Mayaka renaît de ses cendres. Fermée en 2019, cette salle des années 70 a été sauvée par 2 jeunes réalisateurs qui en ont fait le dernier cinéma du pays en activité et le cœur d'un ciné-club. On considère que les films ne sont pas seulement là pour divertir, ils ont aussi une profondeur, ils transmettent beaucoup de choses. Et aujourd'hui, à une époque où on est constamment bombardé de contenu et où les gens passent leur temps à faire défiler des images sur leur téléphone, on ne veut pas que ce qu'on propose soit réduit à « on va regarder quelques images ». Il y a une vraie sélection derrière notre programmation. Plus loin, sur l'esplanade d'Imbuga City Walk, un écran géant accueille les projections en plein air du festival Kigali Ciné Junction, qui célèbre sa 4e édition. Ce soir-là, le couple aveugle du Mali, portrait musical d'Amadou et Mariam, est à l'affiche. Quand ces films sont faits par des Africains, ils apportent quelque chose de plus riche, de plus nuancé, parce qu'ils sont nourris par des expériences vécues. Et c'était aussi tout important qu'on soit au rendez-vous pour les voir et les soutenir. Comme ça, on peut apprendre, on peut voir nos propres histoires à l'écran. Pour la première fois, les cinéastes rwandais n'ont plus tout à attendre de l'étranger. L'État s'est mis, lui aussi, à cofinancer leurs films. C'est la fin de ce journal de l'Afrique. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur France 24.